Fondation de sable. Devon Hargrove essuya la sueur de son front alors qu'il inspectait le chantier de construction. À 42 ans, il avait fait de Hargrove Construction l'une des entreprises de taille moyenne les plus respectées de Millfield. Ses mains usées racontaient l'histoire d'un homme qui avait gravi les échelons depuis la pose de fondation jusqu'à la supervision de projets de plusieurs millions de dollars. Monsieur Hargrove a appelé le fournisseur. L'expédition d'acier sera retardée jusqu'à la semaine prochaine, a rapporté son contremaître Louise. Devon hocha la tête et poussa l'équipe d'encadrement à jeudi. Alors nous nous ajusterons. Il vérifia sa montre. 30 heures, Vanessa terminerait sa séance du soir avec Brison, son entraîneur personnel des 4 dernières années. Il la surprendrait en venant la chercher au centre de remise en forme Elite, peut-être l'emmènerait dîner au Riverwalk Bistro pour leur 17e anniversaire. La pensée de Vanessa le faisait encore sourire. Ils s'étaient rencontrés à l'université. 2 autres ont suivi, Clayton était maintenant 16, la plus grande joie de Devon. Le parking du centre de remise en forme était à moitié vide lorsque Devon est arrivé. À travers les grandes fenêtres, il pouvait voir divers membres s'entraîner, mais aucun signe de Vanessa. Ses séances avec Brison se terminaient généralement à 17h45. Devon a vérifié son téléphone et a trouvé un SMS de Vanessa, envoyé il y a 20 minutes, faire des courses après la salle de sport, rentrer à la maison à 7h, n'attendre pas pour le dîner. Son pouce planait sur le clavier, prêt à lui parler de ses projets de dîner surprise lorsqu'une autre voiture attira son attention. Une Range Rover noire qu'il reconnut comme étant celle de Brison, garée à l'extrémité du parking, partiellement cachée par un camion de livraison. Quelque chose tira sur les instincts de Devon. Au cours des derniers mois, Vanessa avait été distante, rentrant souvent tard après des séances prolongées ou des soirées entre filles avec des amis qu'il rencontrait rarement. Elle avait installé un mot de passe sur son téléphone, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Sur un coup de tête, Devon se gara hors de vue et attendit. 15 minutes plus tard, Vanessa émergeait d'une porte latérale en riant, la main de Brison posée au bas de son dos dans un geste trop intime pour une relation entraîneur-client. Ils se dirigèrent vers le Range Rover et avant de monter, Brison entraîna Vanessa dans un baiser qui ne laissait aucun doute sur leur relation. Un engourdissement froid se répandit dans la poitrine de Devon. Il resta immobile tandis que le Range Rover s'éloignait, ses mains agrippant le volant jusqu'à ce que ses jointures s'élargissent. Ce soir-là, Devon conserva une façade parfaite. Pendant le dîner de famille, il a ri des blagues de Clayton sur son entraîneur de basketball au lycée, a discuté du prochain tournoi de débat de Noël et a aidé Wyatt à faire ses devoirs de science, tout en étudiant le visage de Vanessa. Pour le moindre signe de culpabilité ou de remords, il n'y en avait aucun. Lorsque la maison devint calme cette nuit-là, Devon resta éveillé à côté de sa femme endormie, la femme avec laquelle il avait construit sa vie, se demandant depuis combien de temps cette trahison durait et qui d'autres pourraient en être au courant. Les fils du chapitre 2 se dénouent. Au cours des 2 semaines suivantes, Devon est devenu un fantôme dans sa propre vie. Il assiste aux réunions, signe des contrats, prend des repas avec sa famille, tout en menant une enquête minutieuse sur les fondements de son mariage. Il a embauché Patterson Investigation, en payant en espèces le fonds de prévoyance de l'entreprise. Leur rapport confirmait ses pires craintes. Vanessa et Brison se rencontraient au bord du lac 2 fois par semaine depuis près de 4 ans, presque aussi longtemps qu'elle était sa cliente. Les traces financières étaient plus inquiétantes. Vanessa avait un compte séparé contenant près de 50 000 $, financé par des transferts réguliers de Brison Phelps. Les notes de transaction les qualifiaient de retour sur investissement, mais Devon savait mieux. À son bureau après les heures d'ouverture, Devon a recoupé la chronologie de l'apparition de Brison dans leur vie avec d'autres événements. Un schéma laid est apparu. Le début de leur liaison a coïncidé presque exactement avec le soudain intérêt de Vanessa à avoir un 3e enfant, Wyatt. Le timing a soulevé des questions sur les 3 enfants. Un soir, Devon examinait les offres de construction lorsque son téléphone sonna un message de sa sœur, Lena, toujours en ligne pour le déjeuner de demain. Lena avait toujours été proche de Vanessa, trop proche. Peut-être qu'un déjeuner serait l'occasion idéale de sonder subtilement ce qu'elle pourrait savoir. Le lendemain, au Harborview Café, Lena semblait distraite, vérifiant fréquemment sur son téléphone les messages importants. Devon a demandé avec désinvolture, ou juste des trucs de travail. Dit Lena, même si elle ne travaillait pas le vendredi. Lorsque Lena s'est excusée pour aller aux toilettes, Devon, abandonnant toute prétention de comportement éthique, a rapidement traversé la table et vérifié son téléphone.
Ce qu'il a vu a brisé les derniers restes de sa confiance. Un message de Vanessa. Tu lui as dit quelque chose? Il se comporte bizarrement? Et la réponse de Lena. Rien? Fais juste attention avec ton téléphone. Réunion confirmée pour lundi. BP apportera des papiers. Devons à remplacer le téléphone avant le retour de Lena, son esprit s'emballant dans les papiers de Brison Phelps. Lundi après le déjeuner. Au lieu de retourner au bureau, Devons suivi Lena. Elle s'est rendue directement au centre de remise en forme Elite où elle a rencontré Vanessa et Brison sur le parking. Les trois parlaient avec animation, Vanessa faisant des gestes frénétiques tandis que Lena semblait la calmer. Cette nuit-là, après s'être assuré que la maison était endormie, Devons a accédé à l'ordinateur portable de Vanessa. Son mot de passe n'avait pas changé depuis qu'elle l'avait partagé des années auparavant pour commander son cadeau d'anniversaire. Son email a tout révélé. Vanessa et Brison prévoyaient de quitter la ville ensemble après avoir liquidé leurs actifs. Une propriété au Costa Rica avait déjà été achetée. Le plus accablant était un courriel adressé à un avocat spécialisé en droit de la famille concernant des modalités de garde qui excluaient le statut biologique. Mais le coup final est venu lorsque Devons a trouvé un dossier caché contenant des années de correspondance entre Vanessa, Brison et Lena, parmi lesquels un message d'il y a 8 ans qui lui a glacé le sang. De Vanessa à Lena. Pouvez-vous croire qu'il n'en a toujours aucune idée? 3 enfants, tous de Brison, et ils continuent d'économiser pour leurs études. Tu es la meilleure belle-sœur pour nous couvrir toutes ces années. Devons était assis dans le noir, la lumière bleue de l'écran illuminant son visage tandis que des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Tout, 17 ans de mariage, 3 enfants, il pensait que ses innombrables sacrifices étaient tous fondés sur des mensonges. Au matin, ses larmes avaient séché et quelque chose de plus dur avait pris leur place. Le chapitre 3, le jugement de l'hiver. Devons bouger avec une précision chirurgicale. Au cours du mois suivant, il a contacté Montgomery Biotech pour des tests ADN accélérés en utilisant des échantillons de cheveux de chaque enfant. Les résultats ont confirmé ce qu'il savait déjà. Aucun lien génétique avec aucun des 3 enfants qu'il avait élevés et aimés. Il a consulté l'avocat Philippe Ham, un ancien client spécialisé dans les affaires de divorce comportant des éléments financiers complexes, en lui faisant prêter serment de secret absolu. Ils ne peuvent pas vider les comptes. Vous n'avez pas conseillé Philippe. Et si elle planifie ce que vous pensez, nous devons agir vite. Devons a établi de nouvelles relations bancaires avec Meridian Trust, transférant les actifs de l'entreprise sous couvert d'une restructuration à des fins fiscales. Il a liquidé ses investissements personnels, converti des sommes importantes en or et en crypto-monnaies et ouvert des comptes à l'étranger, des méthodes qu'il n'avait jamais envisagées auparavant mais qu'il met désormais en œuvre avec une froide efficacité. Par l'intermédiaire de Philippe, il a acheté un modeste condo à Seattle dans le cadre d'une LLC. Il a obtenu une nouvelle identité, légale mais introuvable, grâce à des connexions que Philippe n'a pas voulu nommer mais qui ont assuré qu'elles étaient légitimes. Qu'en est-il des enfants? A demandé Philippe lors de leur dernière rencontre. L'expression de Devons s'est durcie. Ils ne sont pas à moi, ils ne l'ont jamais été, mais je laisse à chacun d'eux un fonds en fiducie auquel ils pourront accéder à 25 ans. Un dernier geste d'un homme qu'ils ont appelé père et Vanessa, elle obtiendra exactement ce qu'elle mérite. L'après-midi précédent Noël, Devons a retiré $10 000 en espèces, a acheté les derniers articles dont il avait besoin et s'est enregistré au Four Seasons Hotel du centre-ville sous sa nouvelle identité, Roland Mitchell. À la maison, il s'est comporté comme un mari et un père parfait, rapportant à la maison un sapin de Noël de 12 pieds, accrochant des lumières autour de la propriété et préparant leur traditionnel réveillon de Noël avec les amis de la famille. Personne ne soupçonnerait que ce serait sa dernière performance dans le rôle qu'il jouait depuis 17 ans. Tandis que Vanessa emmenait les enfants acheter des cadeaux de dernière minute, Devons terminer ses préparatifs dans le coffre-fort de la chambre principale. Il a placé 3 enveloppes contenant chacune un résultat de test ADN, ainsi que des documents sur la liaison de Vanessa, les tromperies financières et l'évasion prévue. Il a laissé une 4e enveloppe pour sa sœur, Lena. Le réveillon de Noël s'est déroulé dans une ambiance de vacances parfaite. Les voisins et les amis ont rempli leur maison de rire. Vanessa jouait le rôle de l'hôtesse gracieuse, rencontrant occasionnellement le regard de Brison à travers la pièce. Il était invité comme ami de la famille depuis 3 ans. Lena est arrivée en retard, prenant Vanessa et Brison à part pour une conversation chuchotée qui s'est terminée par des sourires serrés et des hochements de tête. Devons regarder tout cela, mémorisant les visages, cataloguant les réactions pour le compte qui arriverait des années plus tard. Après minuit,
lorsque les invités seraient partis et que les enfants dormiraient avec des rêves du matin de Noël. Devon et Vanessa ont préparé les derniers cadeaux pour Under the Tree. J'ai une surprise pour toi, dit Devon en tendant une petite boîte à Vanessa. À l'intérieur se trouvait un bracelet en diamant qu'elle avait admiré des mois auparavant. Ses yeux s'écarquillèrent de véritables surprises. « C'est magnifique, murmura-t-elle, la culpabilité traversant brièvement ses traits. « Rien que le meilleur pour toi, » répondit Devon, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « J'ai encore une surprise, mais c'est pour le matin. » À 4h30 du matin, alors que la maison dormait, Devon chargea silencieusement ses biens restants dans son camion. Il a placé une dernière enveloppe sur le comptoir de la cuisine à l'intérieur d'une lettre qui conduirait Vanessa au coffre-fort et à ses révélations. Alors que la neige tombait effaçait ses empreintes, Devon Hartgrove s'éloigna de Millfield, de la vie qu'il avait bâtie, des mensonges qu'il avait soutenus. Dans le rétroviseur, les lumières de Noël de son ancienne maison ont diminué jusqu'à disparaître complètement. À l'aube, alors que sa famille allait découvrir la vérité dévastatrice qu'il avait laissée derrière lui, Devon Hartgrove avait déjà cessé d'exister. Roland Mitchell se dirigeait vers Seattle, vers un nouveau départ bâti sur les cendres de la trahison, la vengeance couvant dans son cœur, un plat qui serait servi froid, méticuleusement et sans pitié. Chapitre 4 Phoenix Rising. Roland Mitchell, anciennement Devon Hartgrove, était assis dans un appartement peu meublé de Seattle, regardant l'horizon à travers les fenêtres striées de pluie. 3 mois s'étaient écoulés depuis le matin de Noël où il avait laissé derrière lui les ruines de son ancienne vie. Par l'intermédiaire de Philippe, il a surveillé les conséquences, les tentatives frénétiques de Vanessa pour accéder au compte vidé, sa vente éventuelle de la maison familiale à perte et son déménagement précipité avec Brison et les enfants au Costa Rica en utilisant ce qui restait de leurs finances. Le journal local avait publié un petit article. Un homme d'affaires local disparaît après avoir révélé un scandale familial. Lena avait donné une interview en larmes, affirmant son ignorance de l'affaire, décrivant Devon comme instable et vindicatif. La communauté sympathisait largement avec Vanessa, la mère abandonnée de 3 enfants. Roland rit amèrement du fait qu'il n'avait rien abandonné de ce qui lui appartenait vraiment. Son téléphone a sonné sur une ligne sécurisée connue de seulement 2 personnes. La propriété du Costa Rica les saigne à sec. Philippe a signalé les coûts d'entretien, le personnel, les taxes inattendues et la tentative de Brison d'ouvrir une salle de sport de luxe. Il y a un échec. La nouveauté d'être le couple américain exotique s'est dissipée et Lena a divorcé. Harrison est partie lorsque le scandale a éclaté. Elle vend un bien immobilier et arrive à peine à joindre les 2 bouts. Roland absorba cette information sans satisfaction. Ce n'était pas suffisant, pas du tout, pour ce qu'ils avaient fait. Ce soir-là, alors qu'il examinait les opportunités d'investissement, Roland reçut un coup à sa porte. Dehors se tenait un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et impeccablement habillé, Roland Mitchell. L'homme a tendu la main, Solomon Reeves. Philippe a suggéré que nous nous retrouvions autour d'un dîner dans un club exclusif avec vue sur Puget Sound. Salomon a expliqué sa proposition. Un milliardaire autodidacte proche de la retraite, il cherchait quelqu'un pour reprendre certains aspects de son empire commercial, quelqu'un d'intelligent, de déterminé et n'ayant rien à perdre. Philippe m'a raconté ton histoire, dans les grandes lignes, pas dans les détails, dit Salomon en faisant tourbillonner un liquide ambré dans son verre. Des hommes comme nous qui ont été trahis par nos proches, nous voyons le monde différemment. Comment as-tu été trahi? A demandé Roland. Les yeux de Salomon ont assombri ma femme et mon partenaire commercial. Il y a 30 ans, ils ont détourné des millions et ont fui vers l'Europe. J'ai passé 5 ans à les traquer, à démanteler leur vie pièce par pièce, puis j'ai réalisé que la vengeance seule me laissait vide, construisant quelque chose de plus grand que ce que j'avais perdu. C'était une vraie victoire. Au cours des semaines suivantes, Roland apprit que Salomon possédait des terminaux dans 3 ports majeurs, des biens immobiliers importants et des participations majoritaires dans des sociétés technologiques développant des systèmes d'automatisation pour le transport maritime et la logistique. Le plus intrigant, c'est qu'il possédait une partie substantielle de terrains non aménagés près de Millfield, des terrains qui deviendraient extrêmement précieux si la rumeur d'expansion interétatique se poursuivait. « Pourquoi moi ?» a demandé Roland lors de leur 4e rencontre. « Vous pourriez embaucher n'importe qui. » Salomon l'a étudié attentivement, parce que vous comprenez la valeur et la perte et parce que je le reconnais. Regardez dans vos yeux celui qui dit que vous planifiez quelque chose au-delà de la simple survie. Roland ne l'a pas nié.
Je t'offre plus qu'un emploi, continua Salomon. Je vous offre des ressources pour tout ce que vous prévoyez en échange de votre expertise et de votre fidélité. Que se passe-t-il si mes projets ne correspondent pas à vos intérêts commerciaux? Salomon sourit légèrement. Alors nous trouverons l'intersection où il se trouve. Dès l'été, Roland avait rejoint le cercle restreint de Salomon, apprenant les subtilités de son empire tout en mettant en œuvre des améliorations qui augmentaient l'efficacité et la rentabilité. Il absorbait avec voracité les connaissances, réglementations maritimes, banques internationales, brevets technologiques, développement immobilier, les considérant comme des armes à manier le moment venu. À l'automne, Salomon a reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Le pronostic était mauvais, 6 mois, peut-être 1 an, a déclaré Salomon à Roland alors qu'il se tenait sur le pont du yacht de Salomon, ce qui accélère notre chronologie. Pourquoi? Bien entendu, pour avoir fait de vous mon successeur, il s'en est suivi un intense transfert de pouvoir, juridique, financier et personnel. Salomon a présenté Roland à des contacts clés dans le monde entier, des banquiers en Suisse, des innovateurs technologiques de la Silicon Valley, des responsables gouvernementaux dont il avait discrètement financé les campagnes. Il pose des questions sur vos antécédents, a mentionné Salomon après une de ces réunions. Que leur as-tu dit? Que, comme moi, vous accordez de l'importance à la vie privée. Que, contrairement à moi, tu es l'avenir, Salomon toussa violemment, essuyant le sang de ses lèvres, et que quiconque a un problème avec toi aura un problème avec ma succession, qui continuera à faire respecter mes souhaits longtemps après mon départ. En hiver, Salomon était confiné dans son manoir, Roland s'occupant de toutes les opérations commerciales. Au cours de leurs conversations nocturnes, qui duraient souvent jusqu'à l'aube, Salomon partageait la sagesse de sa vie, tandis que Roland révélait davantage son passé et ses intentions pour l'avenir. La vengeance n'est pas seulement une question de punition, lui a dit Salomon lors d'une de ses nuits. Il s'agit de récupérer le pouvoir qui vous a été enlevé. Mais rappelez-vous, le véritable pouvoir réside dans le choix du moment de ne pas frapper, autant que du moment de frapper. Salomon Reeves est décédé par un clair matin de printemps, laissant Roland Mitchell comme héritier principal de ses entreprises avec des instructions spécifiques pour leur gestion. La presse financière a spéculé sauvagement sur ce successeur inconnu qui avait hérité d'un empire. Lors du service commémoratif privé auquel assistait l'élite mondiale, Roland se tenait seul près du cercueil de Salomon. « Je ferai en sorte que cela vaille votre foi, » murmura-t-il, « et j'utiliserai ce que tu m'as appris pour régler mes comptes. » Cette nuit-là, dans le bureau de Salomon, son Roland ouvrit un dossier contenant tout ce qu'il avait appris sur Millfield au cours de l'année écoulée. Le maire Calvin Prescott avait approuvé des changements de zonage qui rendraient l'expansion interétatique presque certaine. La valeur des propriétés monterait en flèche. Il était temps de commencer la phase suivante de son plan, le chapitre 5, forger l'alarme. 5 ans après sa disparition de Millfield, Roland Mitchell avait transformé l'empire de Salomon en quelque chose d'encore plus formidable. Reeves Mitchell Holdings contrôlait désormais des infrastructures et des biens immobiliers clés dans tout le nord-ouest du Pacifique, avec des tentacules s'étendant sur les marchés émergents du monde entier. Roland lui-même avait changé tout aussi radicalement. Fini la robustesse patinée de l'ouvrier du bâtiment, remplacé par l'extérieur poli d'un titan d'entreprise. Ses cheveux autrefois sombres présentaient désormais un argent distingué au niveau des tempes, et il avait cultivé une barbe taillée qui modifiait suffisamment son apparence pour fournir un anonymat initial en cas de besoin. Son corps, autrefois puissant grâce au travail physique, était désormais affiné grâce à l'entraînement aux arts martiaux, une pratique que Salomon avait recommandée pour la discipline de l'esprit autant que du corps. Mais sous les costumes coûteux et les manières raffinées, le noyau de la rage froide restait préservé comme un insecte dans l'ambre attendant d'être libéré. Grâce à son vaste réseau, Roland surveillait la vie de ceux qui l'avaient trahi. Le rêve de Vanessa et Brison au Costa Rica s'était effondré. 2 ans plus tard, ils étaient retournés aux États-Unis et s'étaient installés à Phoenix, où Brison s'était débrouillé en tant qu'employé dans une salle de sport commercial, tandis que Vanessa travaillait dans le commerce de détail. Leur relation s'était détériorée à cause des difficultés financières, avec de fréquentes séparations suivies de réconciliations. Les enfants, maintenant jeunes adultes, s'étaient dispersés à Clayton, fréquentant un collège communautaire, Noël travaillant comme barman et Wyatt, toujours au lycée, vivant principalement avec Vanessa. Lena ne s'était jamais remise du scandale. Après avoir perdu son permis immobilier en raison de violation de l'éthique, elle avait changé d'emploi. Sa réputation en lambeaux.
Roland observait tout cela avec un détachement clinique, reconnaissant leur lutte comme un simple prélude à ce qu'il avait prévu. Les conséquences naturelles ne suffisaient pas. Il voulait être l'architecte de leur chute. Sous couvert d'expansion de Reeves Mitchell Holdings, Roland a systématiquement acquis des propriétés et des entreprises dans tout Millfield et ses environs, en utilisant des sociétés écrans et des proxys. Il a acheté le bâtiment abritant l'ancien gymnase de Brison, le complexe de bureaux où Lena avait autrefois travaillé, et finalement des propriétés stratégiques dans le centre-ville de Millfield. Son acquisition la plus importante a eu lieu lorsqu'il a appris par les canaux de l'industrie que le maire Prescott avait secrètement accéléré l'approbation de l'expansion interétatique, permettant à certains promoteurs de réaliser d'énormes profits. En utilisant ces informations, Roland a discrètement obtenu des options sur des parcelles critiques le long de l'itinéraire prévu, puis a tiré parti de cette position pour forcer la grande société de développement à conclure un partenariat. Vous avez accaparé le marché avant même qu'il sache qu'il y avait un marché à accaparer, a fait remarquer Diane Wu, sa directrice financière et l'une des rares personnes en qui il avait confiance. Il s'agit de voir l'échiquier quand d'autres se concentrent sur des pièces uniques, a répondu Roland, une leçon que Salomon lui avait inculquée. Au cours de la 7e année de son exil volontaire, la richesse de Roland atteignait des milliards, avec des avoirs importants concentrés dans et autour de Millfield. La ville qui était autrefois sa maison était désormais, sans le savoir, en grande partie sous son contrôle. C'est durant cette période que Roland commença les derniers préparatifs de son retour. Il a établi un nouveau quartier général pour les opérations de Reeves Mitchell dans le nord-ouest du Pacifique, une tour étincelante de verre et d'acier à la périphérie de Millfield, visible depuis l'autoroute. Les médias locaux ont célébré l'opportunité économique. Ignorant qui contrôlait réellement l'entreprise, Roland entretenait des relations avec les influences actuelles de Millfield, toujours par l'intermédiaire d'intermédiaires, se positionnant comme un mystérieux bienfaiteur intéressé par le développement de la ville. Des dons anonymes ont revitalisé le centre communautaire, financé des programmes scolaires et créé une clinique médicale dans le côté est mal desservi. Ces gens ont détruit votre vie, a observé Diane lors d'une séance de stratégie. Pourquoi améliorer leur ville? Je ne l'améliore pas pour eux. Roland répondit, je prépare le terrain. Un magicien dirige votre attention exactement là où il la veut avant que le véritable tour ne commence. 8 mois avant son retour prévu, Roland a mis en œuvre la phase suivante. Grâce à une série d'investissements stratégiques et de rachats par emprunt, Reeves Mitchell a acquis le contrôle du principal employeur de Millfield, Westland Manufacturing, le sauvant de la faillite et garantissant les moyens de subsistance de centaines d'habitants. La ville considérait l'entreprise comme son sauveur. Le maire Prescott, en quête de réélection, a invité publiquement le PDG de Reeves Mitchell Holdings à la célébration du centenaire de Millfield, dans l'espoir de profiter de la gloire reflétée par la renaissance économique de la ville. Accepterez-vous, a demandé Thomas Sharp, chef de la sécurité de Roland et autres confidents de confiance. Le sourire de Roland était froid. Je ne le manquerai pour rien au monde. Dans les derniers mois, Roland accéléra ses préparatifs. Il a acheté le domaine le plus impressionnant de Millfield, un manoir moderniste surplombant le lac, visible depuis son ancien quartier. Il a fait en sorte que Brison Phelps se voie offrir un poste de direction dans l'ouverture d'une chaîne nationale de fitness à Millfield, avec une aide à la réinstallation qui assurerait son retour. Par l'intermédiaire de tiers, il a facilité l'embauche de Vanessa dans une boutique haut de gamme du quartier commerçant récemment rénové du centre-ville. La plus soigneusement orchestrée a été son approche envers Lena, en difficulté financière dans une ville voisine. Elle a reçu une offre pour gérer une nouvelle fondation caritative à Millfield, apparemment financée par Reeves Mitchell dans le cadre de son initiative d'engagement communautaire. Une à une, les pièces du jeu d'échecs de Roland se mirent en place. Attirés par l'opportunité, sans s'en rendre compte, ils étaient attirés dans une toile soigneusement construite. 10 ans après avoir disparu de Millfield, Roland Mitchell, désormais mondialement connu comme le successeur milliardaire de Solomon Reeves, se prépare à retourner dans la ville qui a été témoin de la plus grande humiliation de Devon Hardrow. Il se tenait devant le miroir de son penthouse de Seattle, étudiant le visage transformé par le temps, la richesse et le but. Il est temps, dit-il à son reflet, le temps de régler les comptes. Chapitre 6, le retour du prodigue. Le soleil de juillet s'abattait sur la place publique de Millfield tandis que la foule se rassemblait pour la célébration du centenaire. Des banderoles proclamant 100 ans de communauté flottaient dans la brise et des vendeurs locaux bordaient le périmètre, vendant de tout,
de l'artisanat à la nourriture équitable. Au centre de tout cela se tenait le maire Calvin Prescott, en sueur sous le col de son costume. Alors qu'il vérifiait sa montre à plusieurs reprises, le mystérieux PDG de Reeves Mitchell Holdings, la société qui avait revitalisé l'économie de Millfield, devait faire sa première apparition publique dans la ville. Et Prescott avait construit une grande partie de sa campagne de réélection autour de ce partenariat. Un murmure s'est répandu dans la foule alors que 3 SUV noirs s'arrêtaient sur la place. Le personnel de sécurité portant des écouteurs discrets a établi un périmètre. Alors que la portière du véhicule du milieu s'ouvrait, Roland Mitchell en ressortait immaculé, vêtu d'un costume anthracite sur mesure, observant la scène avec une confiance mesurée. Ceux qui avaient connu Devon Harrove auraient pu remarquer une ressemblance passagère, quelque chose dans la forme de sa mâchoire ou dans l'intensité de son regard. Mais pendant 10 ans, des changements physiques substantiels et le prisme déformant des attentes n'ont assuré aucune reconnaissance immédiate. Le maire Prescott s'est précipité en avant, la main tendue. « Monsieur Mitchell, quel honneur de vous rencontrer enfin en personne. Millfield vous accueille à bras ouverts. » Roland sourit, une expression pratiquée qui ne révélait rien. « L'honneur est pour moi. » Le maire Salomon a toujours fait l'éloge du potentiel de cette région. Alors qu'il se dirigeait vers la scène, Roland scrutait méthodiquement la foule. Près du devant, il aperçut Lena, l'air professionnel mais anxieuse dans son rôle de nouvelle directrice de la fondation. Son regard était fixé sur lui avec l'intensité de quelqu'un essayant de situer un visage à moitié mémorisé. Vanessa n'était pas présente. Elle travaillerait chez Luminou, la boutique où Roland avait arrangé son emploi par l'intermédiaire d'une série de procurations. Brison, cependant, se tenait près du fond de la foule, sa carrure athlétique légèrement adoucie par l'âge, portant le polo brodé du logo de Supreme Fitness où il était désormais directeur régional. Les enfants, qui ne sont plus des enfants, étaient dispersés dans toute la ville. Clayton travaillait au magasin technologique du centre commercial, Noël avait obtenu un poste dans un restaurant haut de gamme du centre-ville et Wyatt se préparait à commencer des cours universitaires à l'automne. Tous les acteurs clés en place, ignorant qu'ils étaient les personnages d'un drame écrit des années à l'avance. L'introduction du maire Prescott était osive, soulignant les investissements de Reeves Mitchell dans la ville et la prospérité qu'ils avaient apportée. Lorsque Roland prit le micro, le silence tomba sur la foule. Millfield occupe une place particulière dans la vision de mon entreprise. Roland commença sa voix à travers la place. Certains diront peut-être qu'il s'agit d'un choix improbable pour notre siège régional, mais je vois ici quelque chose que d'autres ont manqué. La résilience, le caractère et le potentiel inexploité. Pendant qu'il parlait, Roland remarqua que l'expression de Lena passait de la curiosité à la confusion, puis aux premiers éclairs d'alarme. Elle commençait à voir au-delà de la barbe, des cheveux coiffés, des manières raffinées, commençant à reconnaître le fantôme du beau-frère qu'elle avait aidé à trahir. Aujourd'hui, j'annonce la création de la fondation Reeves Mitchell avec une dotation initiale de 50 millions de dollars dédiée au développement continu de Millfield. Roland a continué à déclencher des applaudissements dans la foule. Mais au-delà de l'investissement financier, je prends un engagement personnel effectif. Je déménagerai immédiatement à Millfield pour superviser directement nos opérations ici. L'annonce a provoqué un émoi. Accueillir un milliardaire rehausserait encore davantage la notoriété de la ville. Le maire Prescott rayonnait pratiquement à côté de lui. Mon entreprise croit dans la même mesure à la responsabilité et à la seconde chance. Roland ajouta une nuance d'acier dans sa voix que seuls ceux qui le connaissaient bien pourraient reconnaître. Dans les mois à venir, vous verrez cette philosophie et cette action dans tout Millfield. Après le discours lors de la réception à la mairie, Roland circulait parmi l'élite de Millfield, charmant et perspicace, offrant des observations sur l'économie régionale qui démontraient sournoisement à quel point il surveillait de près la région. Il évitait ostensiblement tout contact direct avec Lena, tout en s'assurant qu'elle restait dans son champ de vision, la regardant augmenter son inconfort avec une satisfaction privée. Alors que la soirée touchait à sa fin, le maire Prescott a personnellement escorté Roland jusqu'à son véhicule qui l'attendait. « Nous avons organisé un dîner de bienvenue la semaine prochaine à Bellamy », a déclaré le maire. « Tous les principaux citoyens de la ville seront présents. J'ai hâte d'y être. » Roland a répondu. « Mais j'aimerais d'abord me familiariser avec la ville. Peut-être pourriez-vous organiser une visite complète incluant certaines des zones les moins prospères. Je crois bien sûr à la compréhension des communautés sous tous les angles. » Bien sûr, Prescott accepta avec empressement.
Mon bureau coordonnera tout. Alors que le SUV de Roland s'éloignait, il s'appuya contre le siège en cuir et passa en revue les événements de la journée. La première phase avait été exécutée parfaitement. Sa présence a établi son pouvoir, a démontré les premières graines de reconnaissance et de malaise semées. Son téléphone sonna avec un SMS de Thomas Sharp. J'ai passé 3 appels après le discours, V, B et un numéro enregistré au nom de ces tous bref, tous affligés. Roland sourit. Lena l'avait reconnu, ou du moins l'avait suffisamment soupçonné pour avertir les autres. Bien qu'il ressente les premières secousses du tremblement de terre qu'il avait prévu. Le lendemain matin, Roland commença à établir sa présence visible à Millfield. Il a pris son petit déjeuner au café populaire du centre-ville, où il savait que Vanessa passerait par là en se rendant au travail. Il a visité le quartier commerçant, entrant brièvement dans Lumino. Tandis que Vanessa aidait un autre client, leurs regards se croisèrent momentanément. Le sien, professionnel et méconnaissable, le sien volontairement illisible. Plus tard, il a visité Supreme Fitness. Sous prétexte d'envisager un programme d'adhésion d'entreprise pour ses employés, Brison lui-même a dirigé la visite, obséquieux et empressé, sans se douter qu'il expliquait les caractéristiques de l'établissement à l'homme dont il avait détruit la vie. Chaque rencontre était calculée, chaque interaction était un morceau de guerre psychologique. Roland le savait. Il comparait leurs notes, essayant de déterminer si ce nouveau venu puissant était bien l'homme qu'ils avaient trahi il y a 10 ans. Leur incertitude était une arme en soi. À la fin de la semaine, Roland avait été vu dans tout Millfield, suscitant enthousiasme et spéculation. À chaque apparition, son manoir surplombant le lac devenait un sujet de fascination locale, en particulier lorsque des résidents observateurs remarquèrent qu'il offrait une vue directe sur le quartier plus modeste où vivait autrefois la famille Harov. Lors du dîner de bienvenue à Bellamy, Roland s'est retrouvé assis en face de Lena, qui avait clairement du mal à y assister. Son teint était pâle, ses mouvements nerveux. Au cours du 3e service, Roland s'adressa pour la première fois directement à elle. « Mademoiselle Wilcox, je comprends que vous dirigez notre nouvelle fondation. Votre parcours semble diversifié. » Le verre de vin de Lena trembla légèrement. « Oui, j'ai travaillé dans diverses fonctions dans toute la région, y compris dans l'immobilier, je crois, avant que certaines complications éthiques ne surviennent. » Le ton de Roland restait agréable, mais ses yeux fixaient les siens avec une intensité indubitable. Autour d'eux, la conversation continuait. Personne ne remarquant la tension entre eux, à l'exception de Thomas Sharp positionné à une table voisine. Que c'était un malentendu, balbutia Lena. Je trouve qu'il y a peu de vrais malentendus dans la vie. Roland a répondu, seulement des conséquences auxquelles nous ne sommes pas préparés à faire face. Il a levé son verre pour porter un toast. Pour être plus clair, Miss Wilcox, puissions-nous tous y parvenir un jour. Plus tard dans la nuit, après le départ des autres invités, Roland s'attarda, engageant le maire Prescott dans une conversation sur l'histoire de la ville. Délibérément, il a orienté le sujet vers des événements marquants de la dernière décennie. Je me souviens avoir lu quelque chose sur un homme d'affaires local qui a disparu. Tout à fait le scandale, n'est-ce pas? Demanda Roland innocemment. Prescott, desserré par plusieurs lunettes de Bourbon, hocha la tête vigoureusement. Harov. Oui, devant Hargrove, une terrible entreprise laissée le matin de Noël. Pouvez-vous imaginer? Après avoir découvert la liaison de sa femme avec son entraîneur, même les tests d'ADN qui ont fait preuve des enfants. Ils sont en fait de retour en ville maintenant, a déclaré Prescott, en baissant la voix de manière complice. L'économie à Millfield est meilleure que la plupart des endroits, grâce à vous. Ils travaillent tous les deux au centre-ville, gardent un profil bas. Le scandale ne s'est jamais tout à fait lavé et l'homme Harov a-t-il jamais été trouvé? Prescott secoua la tête, a complètement disparu. Certains disent qu'il a commencé une vie à l'étranger. D'autres, le trahi lui a été maintenant discret surveillance, leurs mouvements suivis, leurs communications ont été surveillées, leurs vulnérabilités ont été posées. Gamby. 2 mois après son arrivée à Millfield, Roland Mitchell était devenu la figure la plus influente de la ville. Sa présence lors d'événements communautaires a été célébrée, ses idées commerciales recherchées par des entrepreneurs locaux, sa philanthropie louée dans la presse régionale. De cette position de force, il a commencé le démantèlement systématique de ceux qui l'avaient trahi. Le premier coup a été subtil. Lors d'une réunion du conseil d'administration de la fondation Reeves Mitchell, Roland a mentionné avec désinvolture les incohérences dans les procédures comptables mises en œuvre par Lena Wilcox. Rien de substantiel,
a-t-il assuré les autres membres du conseil d'administration. Mais en matière de gouvernance financière, la précision est primordiale. Faisons des auditeurs pour un examen approfondi et une procédure standard dans toutes mes organisations. L'audit n'a révélé aucune irrégularité réelle, mais le processus lui-même a soumis Lena à un examen et à un stress intense. Chaque nuit, après des interviews exténuantes avec l'équipe d'audit, elle rentrait chez elle dans son modeste appartement, de plus en plus convaincue que son beau-frère était revenu pour la tourmenter. 2 fois, elle a tenté de planifier des réunions privées avec Roland et 2 fois son bureau a poliment reporté avant de refuser finalement de citant ses engagements écrasants. Cet évitement délibéré a été calculé pour augmenter son anxiété, l'équivalent psychologique de laisser un poisson s'échapper sur la ligne. Pendant ce temps, Roland a mis en œuvre la deuxième phase de son plan. Grâce à une société holding, il a acquis l'hypothèque sur la maison récemment achetée de Brison, une propriété qu'il s'était étendue financièrement pour obtenir, cherchant à reprendre un semblant du luxe qu'il avait brièvement apprécié au Costa Rica. Simultanément, Roland s'est arrangé pour que Supreme Fitness soit acquise par une chaîne nationale qui a été secrètement contrôlée par Reeves Mitchell Holdings. La restructuration ultérieure a entraîné le transfert de Brison dans une position beaucoup moins prestigieuse dans un lieu de franchise dans un centre commercial en baisse avec une réduction correspondante du salaire. La société hypothécaire, agissant sur les instructions invisibles de Roland, a refusé la demande de refinancement de Brison, citant ses revenus réduits et ses questions de crédit antérieures. La pression financière a commencé à monter, précisément conçue pour Vanessa. Roland a orchestré une approche différente. Il s'est arrangé pour que Luminous soit sélectionné comme fournisseur exclusif de cadeaux d'entreprise pour les opérations régionales de Reeves Mitchell, une opportunité substantielle qui a placé Vanessa en contact direct avec l'équipe de passation des marchés exigeante de son entreprise. Pour la première fois depuis des années. Son expertise au détail était vraiment appréciée. Sa carrière auparavant stagnante apparemment revitalisée. Elle travaille des heures supplémentaires pour répondre à nos commandes. Thomas a rapporté lors de leur briefing du soir au domaine de Roland, le ressentiment croissant de Brison envers son succès. Pendant qu'il a du mal, Roland a hoché la tête satisfait et les enfants Clayton répondent bien au programme de mentorat technologique que vous avez établi. Il n'a aucune idée. Vous l'avez personnellement sélectionné en fonction de sa demande. Le restaurant Noël a été réservé pour 3 événements d'entreprise le mois prochain. Wyatt a reçu la bourse anonyme pour déclarer parfaite. Roland a répondu, ils ne sont pas coupables pour les péchés de leur mère, mais ce sont néanmoins des points de pression utiles. Thomas a hésité. Monsieur, si je peux, quelle est exactement votre fin de partie avec ces gens? Roland s'est déplacé vers la fenêtre en regardant par le lac qui séparait son manoir de son ancien quartier. Ils m'ont tout pris, Thomas, mon mariage, mes enfants, mon identité, ma confiance. Ils ont conspiré pendant des années, en riant de mon ignorance pendant que je travaillais à l'épuisement pour eux. Son reflet dans le verre a montré un sourire froid. Maintenant, je contrôle leurs moyens de subsistance, leur maison, leur avenir, et ils ne le réalisent même pas encore, mais ils le feront. 3 jours plus tard, Roland a organisé une collecte de fonds pour le gala pour l'expansion de l'hôpital de Millfield, un événement à la présence de toutes les conséquences en ville. Il avait pris des dispositions pour que Noël fasse partie du personnel en service, pour que Luminous puisse fournir des sacs cadeaux aux invités et pour que Lena fasse une brève présentation sur les initiatives de santé de la Fondation. Alors que Lena parlait nerveusement du podium, Roland l'a étudié, notant les ombres sous ses yeux, le léger tremblement dans ses mains. Quand elle a fini, il s'approcha d'elle, parlant assez doucement pour qu'elle puisse entendre. « Tu as l'air mal, Lena, presque comme si tu portais un fardeau trop lourd pour porter. » Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissance et en peur. « C'est toi, murmura-t-elle. » Roland sourit agréablement à tous les observateurs. Comment Vanessa est-elle de nos jours encore des tromperies élaborées, ou a-t-elle trouvé de nouveaux passe-temps? Devons, a commencé Lena. Cet homme n'existe plus. Roland l'a coupé de l'acier. Sous son ton cordial. Vous et votre sœur vous en êtes assurés. Mais je suis curieux, cela valait la peine d'aider à détruire un homme décent qui vous a fait confiance tous les deux. Avant qu'elle ne puisse répondre, Roland se tourna pour saluer le maire Prescott, laissant Lena visiblement secouée. Tout au long de la soirée, il a maintenu son rôle d'hôte charmant, tout en se positionnant stratégiquement pour observer les effets d'entraînement de sa présence. Plus tard dans la soirée, Lena a fait 4 appels téléphoniques paniqués à Vanessa Brison et à 2 des enfants. Le matin,
l'équipe de surveillance de Roland a signalé une activité accrue à toute leur résidence. La proie remuait, sentant la présence des prédateurs, mais incapable d'échapper à la cage invisible qu'il avait construite autour d'eux. La semaine suivante a apporté la première confrontation directe. Vanessa est apparue au bureau de Roland, ayant exploité son poste de responsable de compte d'entreprise lumineux pour garantir une réunion, sous la prétention de discuter des prochains groupes de cadeaux de vacances. Roland lui a permis d'être escorté dans son bureau spacieux, le regardant passivement alors que la reconnaissance s'approchait de son visage. « Mon Dieu » chuchota-t-elle. « C'est toi. » Roland a fait un geste vers une chaise en face de son bureau. « Vanessa, tu as l'air plus âgée. » Elle est restée un choc debout, cédant la place à l'appréhension. « Que faites-vous ici après tout ce temps? Construire un empire ?» Roland répondit calmement. « Que faites-vous ici, en plus de vivre dans l'épave de vos décisions? Si vous êtes venu pour la vengeance, vengeance. » Le rire de Roland n'a eu aucun humour. Un concept si limité. Je suis allé au-delà des notions aussi simplistes. Alors pourquoi revenir? Pourquoi tout ça? Elle faisait signe vaguement les signes extérieurs de la richesse qui les entoure. Roland se pencha en avant, son masque de civilité glissant un instant. Parce que je voulais que vous voyiez ce que vous avez sacrifié, la vie que vous auriez pu avoir si vous aviez été digne de loyauté. Il s'arrêta, laissant les mots pénétrer. Comment Brison est-il toujours l'homme de vos rêves ou la réalité s'est-elle avérée décevante? Le calme de Vanessa a échoué. Laissez-nous seuls Devon. Cela fait 10 ans, Roland, a-t-il corrigé. Devon est décédé le matin de Noël, il y a une décennie. Vous avez assisté aux funérailles, si je me souviens bien, l'ont même célébré. Il appuya sur un bouton sur son bureau. Miss Chin, s'il vous plaît escortez Mademoiselle Harov. Notre entreprise est conclue. Alors que la sécurité a éloigné Vanessa, Roland a noté avec satisfaction la peur qui avait remplacé son défi initial. La première reconnaissance directe avait été faite. Le jeu était maintenant en plein air. Ce soir-là, comme prévu, Brison est apparu dans le domaine de Roland, ayant intimidé son chemin devant la sécurité de la porte. Roland a regardé sur les moniteurs de sécurité tandis que Thomas l'interceptait dans l'allée circulaire. « Monsieur Mitchell ne reçoit pas des visiteurs imprévus. » Thomas a déclaré fermement. « Dites ce salaud, je sais qui il est. » Cria Brison. « Dites-lui de me faire face comme un homme. » Roland a activé l'interphone. « Par tous les moyens, Monsieur Phelps, viens me face à moi comme un homme. » Un choix intéressant de mots, compte tenu de votre histoire. Brison a été escorté à l'étude de Roland. Sa colère contenait à peine une fois seule. Brison a lancé dans des accusations et des menaces que Roland a observées avec un amusement détaché. Êtes-vous fini à demander Roland quand Brison a finalement fait une pause pour le souffle? Parce que j'attendais depuis 10 ans pour avoir cette conversation et je préférerais que ce soit productif. Que voulez-vous de nous? Brison ne vous a rien demandé. Vous êtes insignifiant, Roland Rose, marchant vers une barre latérale pour se verser un verre. Vous n'étiez que l'instrument de la trahison de Vanessa, un outil pratique. Alors pourquoi revenir? Pourquoi prendre mon travail, mon statut? Les sourcils de Roland levèrent légèrement. Les prendre. Je vous ai donné un emploi, un logement, une opportunité. Le fait que vous n'ayez pas réussi à prospérer n'est guère ma responsabilité. Vous jouez à des jeux avec nos vies. Non, Brison, je regarde simplement les conséquences naturelles se dérouler. La voix de Roland se durcit. Pensiez-vous vraiment que vous pouviez construire le bonheur sur une base de trahison? Que tromper un homme pendant des années, emmener ses enfants, se moquer de son ignorance, mènerait à une vie épanouissante? L'expression de Brison est passée de la colère à un malaise. Comment le saviez-vous? Je sais tout. Roland a interrompu chaque texte, chaque rendez-vous, à chaque rire à mes dépens. J'ai eu 10 ans pour découvrir chaque détail de votre petite conspiration triée. Les enfants ne sont pas à moi. Roland a terminé pour lui. Comme vous le savez bien, cependant, je trouve intéressant que vous ayez également abandonné vos responsabilités parentales. 3 enfants, tous les vôtres biologiquement. Yet when was the last time you spoke to Clayton or attended one of Noel's events? Your pattern of betrayal extend to your own blood. Brison sank into a chair, his blusted deflating. What are you going to do? Roland smiled coldly. Nothing you can prepare for, nothing you can prevent, but I promise you this. By the time I'm finished, you'll understand exactly what it feels like to lose everything that matters. After Brison's departure,
Roland recevait de report off une confrontation émotionnelle entre Vanessa et Brison à leur domicile, suivie par Brison, la nuit dans un motel, occupé par le travail pour contrer efficacement ses mouvements. Plus important encore, grâce à une manipulation minutieuse de la Fondation Board, Lena a été mise en congé administratif en attendant une enquête plus approfondie sur les préoccupations organisationnelles, l'isolant effectivement de son système de soutien et de son revenu. Alors que l'automne s'approfondissait à Millfield, la toile de Roland s'est resserrée autour de ceux qui l'avaient trahi. Chacun a connu les conséquences de son retour, différemment mais avec une gravité croissante, ignorant que ce qu'ils avaient enduré jusqu'à présent n'était que le gambit d'ouverture dans un jeu conçu pour la victoire totale. Chapitre 8. Les profondeurs de l'hiver. Décembre est arrivé à Millfield avec une amertume non saisonnière, apportant des températures glaciales et des vents glacés qui reflétaient l'escalade de la guerre froide entre Roland Mitchell et la famille qui avait trahi Devon Arrow. En direction de Roland, les vis se sont resserrées méthodiquement au cours des mois d'automne. Brison, au chômage après le report indéfini de la réouverture de Supreme Fitness, avait pris beaucoup à boire. Sa relation avec Vanessa s'est détériorée davantage avec chaque lettre de rejet d'employeurs potentiels, tous les postes. Subtilement influencée par le réseau de grande envergure de Roland. Vanessa, quant à elle, s'est retrouvée promue à l'acheteur régional pour Lumineux, une position apparemment prestigieuse qui a nécessité un voyage approfondi, la soutenant davantage la vie de la maison déjà fracturée tout en la gardant trop préoccupée pour reconnaître le schéma plus large qui se forme autour d'elle. Lena, suspendue de la fondation et incapable d'obtenir un nouvel emploi, avait épuisé ses économies et fait face à une expulsion imminente. Ses tentatives de plus en plus désespérées de contacter Roland ont été systématiquement bloquées, chaque rejet calculé avec précision pour maximiser son sentiment d'impuissance. Les enfants, maintenant adultes, connaissaient des fortunes mitigées. Par conception, Clayton s'était vu offrir un poste d'entrée de gamme dans une filiale Reeves Mitchell Technology, une opportunité en or qui a créé des tensions avec son père en difficulté. Le restaurant de Noël était devenu le lieu préféré des événements d'entreprise, sa carrière florissante pendant que la relation de ses parents s'est effondrée. Seul Wyatt est resté quelque peu isolé au collège, mais de plus en plus préoccupé par les mises à jour familiales inquiétantes qu'il a reçues. Roland a observé tout cela avec satisfaction du froid de son manoir de la colline, comme un maître d'échecs qui regarde les pièces s'aligner pour checkmate. Vos mesures ont été efficaces, a rapporté Thomas lors de leur briefing hebdomadaire de sécurité. Brison a raté son paiement hypothécaire pour le 2e mois consécutif. Les procédures de forclusion commenceront après le 3e. Roland a hoché la tête et Lena vendant des effets personnels en ligne. Elle a tenté de contacter Vanessa 16 fois au cours de la semaine dernière, mais reçoit une réponse minimale en raison du calendrier de voyage de Vanessa. Excellent. Roland a passé en revue les photos de surveillance réparties sur son bureau. Il est temps pour la phase suivante. Le gala de Noël Reeves. La célébration des fêtes de Mitchell était devenue l'événement social le plus attendu de Millfield, prévu pour le 23 décembre, exactement un jour à 10 ans de la disparition de Devon. Le symbolisme était délibéré et ne serait pas perdu pour ceux qui l'avaient trahi. Les invitations ont été étendues à l'élite de Millfield, y compris, par l'instruction spécifique de Roland, Vanessa en tant que représentant lumineux, Clayton en tant qu'employé de l'entreprise et Noël, dont le restaurant faisait partie de l'événement. Brison et Lena étaient clairement exclus, leur absence conçue pour accroître leur isolement. La nuit du gala est arrivée avec des conditions hivernales parfaites, couverture de neige fraîche de Roland, lumière blanche scintillante le long de l'allée sinueuse, des sculptures de glace brillantes dans le jardin. Le manoir a été transformé en un pays des merveilles d'hiver qui a laissé les invités à bout de souffle à leur arrivée. Roland a accueilli chaque arrivée personnellement, rendant, dans un smoking sur mesure. L'hôte parfait, avec un charme apparemment inépuisable. Lorsque Vanessa est apparue seule, tendue et naviguant incertain de son double rôle de vendeur et de cible, il l'a accueillie avec une cordialité pratique qui n'a fait qu'augmenter son inconfort. « Tu es adorable ce soir », lui dit-il assez fort pour que les invités à proximité entendent, puis baissant la voix, « L'inquiétude ne te convient pas. » Ça ne l'a jamais fait. Tout au long de la soirée, Roland a orchestré une série de confrontations subtiles. Il a présenté Clayton aux contacts commerciaux en tant que jeune homme prometteur surmontant des inconvénients importants dans son éducation et a qualifié Noël de remarquablement résilient, malgré des circonstances familiales complexes.
Commentaires qui semblaient complémentaires aux étrangers mais ont été profondément coupés pour leur cible prévue. Vers minuit, alors que la célébration atteignit son apogée, Roland a grimpé le grand escalier et a fait attention à l'attention, élevant une flûte de champagne. Il s'est adressé aux invités assemblés. Il y a 10 ans demain, il a commencé sa voix en passant par la salle soudainement calme. J'ai vécu une transformation personnelle profonde. Les détails sont privés, mais le résultat est l'homme que vous voyez avant vous aujourd'hui. Son regard a trouvé Vanessa dans la foule, puis Clayton, puis Noël. J'ai appris que la famille, la vraie famille, repose sur l'honnêteté, la loyauté et le respect mutuel. Il s'arrêta délibérément et j'ai appris que ceux qui trahissent de telles fiducies sacrées finissent par faire face à des conséquences, qu'elles soient immédiatement ou retardées. Un murmure a traversé le rassemblement, la plupart des invités interprétant ces paroles comme inspirantes plutôt que menaçantes. Seuls ceux qui connaissaient la vérité ont reconnu l'acier sous sa rhétorique. Demain, Reeves Mitchell annoncera une réorganisation importante affectant beaucoup dans cette salle. Pour certains, cela apportera une opportunité sans précédent. Pour d'autres, son sourire était un rasoir vif des résultats appropriés. Je crois profondément à l'équilibre cosmique que nous réceptons tous exactement ce que nous méritons. Après le toast, Roland s'est mêlé brièvement avant de s'excuser, laissant la fête à son apogée, une sortie calculée qui lui a permis d'observer les conséquences de son étude privée via le système de sécurité. Comme prévu, Vanessa a cherché ses enfants, leur langage corporel affichant une détresse croissante alors qu'ils conversaient dans un coin calme. Clayton est apparu défensif, Noël en larmes. Quand ils sont partis séparément peu de temps après, aucun d'eux ne sourit. Le lendemain matin, la veille de Noël, exactement 10 ans après la disparition de Devon Harrove, le plan de Roland a abouti à une série d'événements tirés précisément. À 8 heures, Bryson Phelps a reçu une procédure de forclusion officielle à son domicile, ainsi qu'un dossier détaillé contenant des preuves de sa trahison de décennies, y compris des messages textes, des courriels et des dossiers financiers invisibles auparavant invisibles que Devon avait compilés avant sa disparition. À 8h30, le propriétaire de Lena a livré un avis d'expulsion accompagné d'un dossier similaire documentant son rôle dans le complot, y compris des enregistrements de conversations où elle s'était moquée de l'ignorance de son beau-frère tout en aidant activement à cacher l'affaire. À 9h, en voyageant pour le travail à Seattle, Vanessa a reçu plusieurs messages urgents de Bryson concernant la forclusion, de Lena sur l'expulsion et de ses enfants exprimant la confusion et la colère face aux révélations qu'ils ont commencé à recevoir de sources anonymes sur leur filiation et les tromperies de leur mère. Simultanément, chacun d'eux a reçu un message identique d'un numéro inconnu. La maison du lac Midi, finale. D'occasion de résolution. À midi, alors qu'une tempête de neige s'intensifiait sur Millfield, la voiture de Vanessa s'est arrêtée dans l'allée circulaire de Roland, suivi peu de temps par le camion de Bryson et la berline vieillissante de Lena. Clayton est arrivé ensuite. Ensuite, Noël Wyatt, ayant reçu le même message au collège, s'est joint via un appel vidéo qui est apparu automatiquement sur leur téléphone. Thomas les a escortés non pas à la maison principale, mais au pavillon de verre surplombant le lac gelé, un choix stratégique qui offrait une vue directe de leur ancien quartier à travers l'eau et s'assurait qu'ils se sentiraient exposés, vulnérables, contenus. Roland les a fait attendre 30 minutes de silence avant d'entrer dans un autre mouvement calculé pour augmenter l'anxiété et la tension parmi eux. Quand il est finalement apparu, la transformation de Devon Harrove en Roland Mitchell a été momentanément désactivée, leur permettant de reconnaître pleinement l'homme qu'ils avaient trahi il y a 10 ans. Aujourd'hui, il a commencé sans préambule. J'ai découvert l'étendue de votre trahison, 3 enfants qui n'étaient pas à moi, une sœur qui a aidé à cacher l'affaire, une femme et son amant riant de mon ignorance pendant que je travaillais pour vous soutenir tous. Il a déménagé au centre de la pièce en attirant leur attention. Aujourd'hui, vous découvrez l'étendue de la mienne un par un. Roland a détaillé ce qu'il avait orchestré, la destruction de carrière de Bryson et le sans-abrisme imminent, la ruine professionnelle de Lena et la dévastation financière, la manipulation systématique de la carrière des enfants et des opportunités éducatives, la promotion épuisante de Vanessa qui l'avait tenu trop occupé pour reconnaître le modèle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu as tout pris de moi, a poursuivi Roland, sa voix terriblement calme. Mon identité, ma famille, ma confiance. J'ai passé une décennie à m'assurer que je pourrais tout prendre de vous en retour. Que voulez-vous de nous? Vanessa, lui a demandé sa voix, à peine un murmure, ne veut rien. Ce n'est pas une négociation, c'est un calcul.
Le sourire de Roland était dépourvu de chaleur. Brison, vous recevrez un avis officiel d'ici la journée que vous êtes poursuivi pour l'aliénation de l'affection. Un concept à l'ancienne mais toujours légalement valable dans cet État. La documentation est étendue. Les sanctions financières nous ruinent. Brison pâle, tu ne peux pas? Léna. Roland a continué comme si Brison n'avait pas parlé. Le conseil d'administration de la Fondation a voté à l'unanimité pour poursuivre des accusations criminelles pour les écarts. Notre audit a peut-être découvert des violations techniques mineures, mais suffisantes pour vous assurer que vous ne tiendrez plus jamais de position de confiance. Ces écarts ont été plantés. Léna a protesté. Je n'ai jamais. Vanessa. Roland Overrod, sa société mère lumineuse annoncera sa faillite demain, une malheureuse victime des forces du marché que j'ai peut-être influencée. Votre position, comme votre mariage, a été construite sur de faux locaux et est tout aussi insoutenable. Il se tourna enfin les enfants, Clayton et Noël, présentaient physiquement Wyatt sur l'écran vidéo. Vous trois êtes peut-être les seuls parties innocents de cette saga. Né de la tromperie sans aucune faute de votre propre, son expression s'adoucit fractionnellement. Pour cette raison, vos fonds de confiance restent intacts, accessibles lorsque vous avez 25 ans, comme initialement établi. Ma querelle n'est pas avec vous. Clayton s'avança avec colère. Vous avez manipulé nos vies, nos carrières. J'ai offert des opportunités, Roland a corrigé. Ce que vous en faites, c'est votre choix, contrairement aux choix qui m'ont été pris en ce qui concerne votre filiation. La neige a crié contre les murs en verre, transformant le pavillon en un globe de neige isolé, séparé du monde extérieur. Dans cet environnement contrôlé, Roland avait orchestré son dernier acte de rétribution, non pas par la violence ou le préjudice direct, mais par la déconstruction systématique des vies qu'ils avaient construites en son absence. Est-ce ce que vous êtes devenu? A demandé Vanessa, des larmes coulant sur son visage, ce monstre qui détruit des vies pour se venger? L'expression de Roland s'est endurcie. Je suis devenu ce qui était nécessaire pour équilibrer la balance. Chaque opportunité que vous avez perdue, chaque humiliation que vous avez subie, chaque instant d'incertitude et de peur que j'ai connu les décupte lorsque j'ai découvert votre trahison. C'était mal, Vanessa a admis sa voix. Briser ce que nous avons fait était impardonnable. Mais cela détruisant tout le monde, contrôlant nos vies comme des marionnettes, comment cela vous rend-il meilleur? Mieux? Roland a répété le mot comme s'il était étranger. Il ne s'agissait jamais d'être meilleur. Il s'agissait de conséquences, sur la justice, retardées mais non niées. Pendant plusieurs instants, le seul son a été le vent hurlant à l'extérieur et les sanglots étouffés de Léna. Puis Noël a parlé sa voix stable, malgré ses larmes. Que se passe-t-il maintenant? Roland a interrogé la famille brisée devant lui, la manifestation physique d'une planification d'une décennie atteignant son point culminant. Maintenant tu pars. Vous reconstruisez si vous le pouvez, ou vous ne le faites pas. Votre destin n'est plus ma préoccupation. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, à l'exception d'un dernier détail. De sa poche, il a retiré une petite télécommande et a appuyé sur un bouton sur les écrans du pavillon. La documentation est apparue. Actes immobiliers, dossiers bancaires, portefeuille d'investissement. Au cours de la dernière décennie, j'ai acquis un intérêt contrôlant dans presque tout ce qui est de la valeur à Millfield, de l'immobilier sur lequel vous vivez aux entreprises où vous travaillez, au restaurant où vous mangez. Cette ville qui vous a accueilli à nouveau après votre honte, qui a fourni un refuge lorsque votre paradis costaricien s'est effondré, me répond maintenant aux implications qui ont attiré fortement. Ils étaient piégés dans une communauté où l'influence de Roland était presque absolue, mais incapables de se permettre de recommencer ailleurs. Joyeux Noël, Roland dit froidement. Considérez cela mon cadeau, la connaissance que partout où vous allez à Millfield, quoi que vous fassiez, vous le faites dans l'ombre de ce qui aurait pu être si vous aviez choisi la loyauté sur la trahison. Avec cela, il les a laissés dans le pavillon de verre, revenant dans son manoir alors que la tempête s'intensifiait, reflétant parfaitement la dévastation qu'il avait déclenchée sur ceux qui avaient autrefois détruit sa vie. Chapitre 9 Cendres et Empire. Le printemps est arrivé à Millfield avec un dynamisme qui a démenti le déchet émotionnel que Roland Mitchell avait créé pour ceux qui l'avaient trahi. 3 mois sont écoulés depuis la confrontation de la veille de Noël et les conséquences qu'il avait orchestrées se sont déroulées avec une précision mathématique. Brison Phelps avait fui Millfield en février, abandonnant à la fois la maison saisie et sa relation avec Vanessa, située pour la dernière fois à Tucson, travaillant comme entraîneur personnel dans un gymnase à petit budget.
Il a eu du mal aux frais juridiques croissants du procès d'aliénation de l'affection de Roland, une affaire stratégiquement prolongée pour maximiser le drain financier plutôt que de rechercher une résolution rapide. Lena n'avait évité les accusations criminelles qu'en acceptant un règlement punitif qui la laissait financièrement sans cesse. Elle vivait maintenant dans un complexe d'appartements seniors subventionnés à la périphérie de Millfield, travaillant à temps partiel dans un dépanneur, un poste que Roland avait organisé par des procurations pour s'assurer qu'elle est restée en ville. Un rappel vivant des conséquences. Vanessa, peut-être le plus radicalement transformée, avait tout perdu. Le travail, la relation, la maison et la position debout dans la communauté. Après un bref séjour avec Noël, elle avait emménagé dans un modeste appartement d'une chambre et a trouvé un emploi dans une pharmacie de chaîne où son apparence autrefois polie avait progressivement cédé au vieillissement prématuré, accéléré par le stress et le regret. Les enfants s'étaient éparpillés à divers degrés d'éloignement. Clayton avait démissionné de son poste à la filiale de Reeves Mitchell et déménagé à Portland, réduisant le contact avec les deux parents. Noël a maintenu une communication limitée avec sa mère, mais a évité les rassemblements de famille. Seul Wyatt a maintenu un contact régulier avec Vanessa, bien que ses visites à la maison de l'université soient de plus en plus inconfortables alors qu'il luttait pour concilier la mythologie familiale avec les dures révélations des derniers mois. Roland a observé ces résultats avec une satisfaction détachée de sa position en tant que souverain de diacte de Millfield Reeves. Mitchell Holdings avait élargi son influence locale, acquérant l'hôpital régional, lançant un incubateur technologique et inauguré sur un développement résidentiel de luxe le long de la rive du lac. Sa richesse s'était multipliée, sa réputation a grimpé en flèche. Son personnage public a célébré le sauveur de Millfield. Pourtant, malgré la réalisation de tout ce qu'il avait prévu, Roland a trouvé la victoire étrangement creux. La ruine soutenue de ses trahisons a entraîné une satisfaction diminuée, comme un fruit autrefois sucré devenant sec et insipide. Cette prise de conscience s'est cristallisée lors d'un dîner privé avec le maire Prescott et des conseillers en ville sélectionnés de la succession de Roland, alors qu'ils discutaient du centre d'art proposé que Roland avait proposé de financer. Il s'est retrouvé à regarder leur comportement malade avec quelque chose qui approche du mépris. Ces gens le craignaient, respectaient son pouvoir, convoitaient son patronage, mais personne ne le connaissait, personne ne pouvait le connaître. Plus tard dans la soirée, après le départ de ses invités, Roland se tenait sur son balcon surplombant le lac. Les mêmes eaux qui avaient reflété les espoirs d'un plus jeune Devon Harrov reflétaient maintenant seulement l'isolement froid du triomphe de Roland Mitchell. Cela en valait la peine, a-t-il demandé la nuit vide. La question persistait sans réponse alors que la brise chaude d'avril portait l'odeur d'une nouvelle croissance à travers l'eau. Le lendemain, Roland s'est retrouvé à face de façon inattendue avec Vanessa au festival annuel du printemps de Millfield. Il avait visité le stand artisanal avec Thomas lorsqu'elle est apparue dans un coin, également surpris par la rencontre. Pendant un instant, aucune personne n'a parlé. La foule du festival qui coule autour d'eux comme de l'eau autour des pierres. Vanessa avait vieilli, visiblement de nouvelles lignes autour de ses yeux, gris, ses cheveux une fois brillants. Les épaules se sont légèrement penchées de charge, à la fois physique et émotionnelle. Pourtant, quelque chose dans son regard direct a suggéré une résilience intérieure. Il n'avait pas anticipé Roland. Elle l'a reconnu avec un léger hochement de tête, ni effrayant ni provoquant. Vanessa, il est revenu uniformément. Je suis surpris de vous voir participer à des événements communautaires. Un sentiment de quelque chose, une fierté peut-être, a croisé ses traits. Je vis toujours ici malgré tout. Cela reste ma maison. Un silence inconfortable s'étendait entre eux jusqu'à ce que Thomas recule discrètement, leur donnant un semblant d'intimité dans l'espace public. « Êtes-vous satisfait ?» demanda finalement Vanessa, sa voix bas mais stable, nous voyant tous détruits, ayant votre vengeance. Est-ce que cela a guéri ce que nous avons cassé en vous? La franchise de la question a attiré le Roland en congé. Pendant 10 ans, il a scénarisé chaque interaction, prévoyé chaque réponse, contrôler chaque variable de sa campagne de rétribution. Cette simple requête, dépourvue d'excuses ou de récriminations, est tombée en dehors de ces scénarios soigneusement construits. Ce n'est pas une question que vous avez le droit de poser. Répondit-il, son ton plus froid qu'il ne le voulait. Peut-être pas. Vanessa a concédé, mais je demande quand même. Avant que Roland ne puisse répondre, son attention a été attirée par une agitation près de l'entrée du festival.
Wyatt était arrivé de façon inattendue de l'université et s'approchait maintenant d'eux avec des progrès déterminés. À 22 ans, il s'est porté avec une confiance qui rappelait à Roland douloureusement à cet âge. « Je pensais que je pourrais vous trouver tous les deux ici », dit Wyatt, hochant la tête, à sa mère, avant de réparer Roland avec un regard d'évaluation. « Monsieur Mitchell, ou devrais-je vous appeler Devon, l'homme qui m'a élevé pendant 12 ans ?» Le sang-froid pratiqué de Roland vacilla momentanément. « Roland suffira. Devon n'existe plus, donc on m'a dit pourquoi son expression est restée neutre. J'ai passé des mois à vous rechercher tous les deux, en essayant de comprendre comment la famille heureuse de mon enfance est devenue ceci. Ta mère peut expliquer la tromperie mieux que moi, répondit Roland avec dédain, se préparant à partir. Elle l'a fait, a déclaré Wyatt, arrêtant longuement Roland avec ces mots. Ce qu'elle a fait était impardonnable. Ce que Brison a fait était impardonnable. Ce que tante Lena a fait était impardonnable. Il fit une pause significative. Ce que vous avez fait depuis votre retour l'est également. Les yeux de Roland se plissèrent. Tu ne comprends pas ce qu'on m'a pris, n'est-ce pas? Wyatt a lancé un défi. Vous avez perdu votre identité de mari et de père. J'ai perdu mon identité en tant que ton fils. Vous avez découvert que votre vie entière était construite sur des mensonges. Moi aussi. Sa voix restait ferme mais intense. La différence est ce que nous avons choisi de faire avec cette douleur autour d'eux. Le festival a continué, les enfants rient, la musique joue, la vie continue normalement avec indifférence. Pourtant, dans leur bulle de confrontation, le temps semblait suspendu. Tu n'as jamais été mon fils, déclara catégoriquement Roland, les mots sortant plus durement qu'il ne l'avait prévu. Biologiquement, non, reconnut Wyatt. Mais pendant 12 ans tu m'as appris à faire du vélo, tu m'as aidé avec mon coach pour les devoirs, mon équipe de baseball a vérifié s'il y avait des monstres sous mon lit. Tu m'as montré à quoi ressemblait l'intégrité. Son expression s'est durcie jusqu'à ce que tu ne le fasses plus. L'accusation a atterri avec une force inattendue. Roland avait passé une décennie à justifier ses actes en les qualifiant de justes représailles, sans jamais réfléchir à la manière dont il pourrait apparaître aux enfants pris entre deux feux. « Vous n'avez pas le droit de me juger, » répondit Roland, son contrôle soigneusement maintenu échappant. « Quelqu'un devrait. » Wyatt a répondu simplement, « L'homme qui m'a élevé aurait voulu être tenu pour responsable. Il m'a appris que le pouvoir sans responsabilité corrompt. » L'écho des paroles prononcées par Devon il y a toute une vie, adressées à un jeune garçon qu'il croyait être son fils, frappa Roland comme un coup physique. Pour la première fois depuis qu'il avait mis en œuvre sa vengeance, il sentit quelque chose se fissurer dans l'armure de justice qu'il avait construite autour de lui. Vanessa, qui était restée silencieuse lors de cet échange, a finalement pris la parole. « Nous avons mérité votre colère, votre haine, voire votre vengeance. Mais ils ne l'ont pas fait. » Elle fit un geste vers Wyatt. « C'étaient des enfants, innocents, et pourtant vous les avez punis aussi complètement que vous nous avez punis. J'ai créé des fonds fiduciaires, protesta Roland. J'ai fourni des opportunités tout en détruisant systématiquement leur famille. » Vanessa l'interrompit, tout en les utilisant comme des pions dans votre vengeance contre nous. Elle secoua la tête. L'homme que j'ai épousé n'aurait jamais utilisé d'enfants comme des armes, aucun enfant, quelle que soit leur biologie. L'homme que vous avez épousé est mort à cause de votre trahison. Roland a crié, non. Wyatt intervint, il est mort à cause de votre choix. Notre famille a été brisée par leur trahison, oui, mais la destruction systématique de tout ce lié à cette trahison, c'était votre seule décision. Roland se retrouva inhabituellement sans voix, les justifications soigneusement construites de sa longue et décadente vengeance semblant soudain creuses. Sous ce défi direct, j'ai un projet de classe. Wyatt continua d'adoucir légèrement son ton, interrogeant des personnes qui ont vécu une profonde trahison et comment elles l'ont surmontée ou l'ont subie. Seriez-vous prêt à participer? Pas comme Roland Mitchell, milliardaire, ni comme Devon Hargrove, mari trahi, tout simplement comme quelqu'un qui a fait des choix spécifiques en réponse à la douleur. La demande était si inattendue, si éloignée du scénario que Roland avait écrit pour son retour triomphal, qu'il se surprit à hocher la tête avant d'en considérer pleinement les implications. « Envoyez les détails à mon bureau », a-t-il déclaré, « j'ai enfin retrouvé un peu de calme. Je ne fais aucune promesse. » Alors que Roland s'éloignait, il se sentit étrangement déstabilisé, comme si les fondements de l'identité qu'il avait si soigneusement construite bougeaient sous ses pieds. Rien que cette nuit-là, dans son bureau, Roland examinait les rapports de surveillance qu'il recevait encore quotidiennement sur Vanessa,
Lena et Brison. Les récits détaillés de leur lutte, autrefois source de satisfaction, semblaient désormais étrangement pathétiques, la surveillance incessante de leur vie diminuée apparaissant soudain plus obsessionnelle que justifiée. Pour la première fois en 10 ans, il se demandait si l'homme qu'il était devenu était vraiment supérieur à celui qu'il avait été et si une victoire complète pourrait finalement s'avérer plus coûteuse que la défaite initiale. La semaine suivante, Roland rencontra Wyatt dans un endroit neutre, un café tranquille à la périphérie de Millfield. Le jeune homme arriva avec un enregistreur numérique et un cahier, se comportant avec un professionnalisme qui rappela encore une fois douloureusement à Roland lui-même. Leur conversation, initialement guindée, a progressivement évolué vers quelque chose de plus substantiel. Alors que Wyatt posait des questions réfléchies sur l'identité, le pardon, la justice et le prix de la vengeance, Roland se retrouva à répondre avec une honnêteté inattendue au récit de pratique qu'il avait construit, laissant place à des réflexions plus nuancées. « Est-ce que vous regrettez tout cela ?» a demandé Wyatt vers la fin de leur séance. Roland réfléchit attentivement à la question. « Je regrette cette nécessité ?» répondit-il finalement. « Je regrette que le seul chemin vers la justice exigeait de devenir quelqu'un que j'aurais pu autrefois mépriser. Et était-ce la justice? Pourquoi insister? Ou la vengeance habillée en justice? » La distinction resta sans réponse entre eux alors qu'ils se séparèrent. Dans les jours qui suivirent, Roland se trouva de plus en plus distrait des affaires, ses pensées revenant aux questions d'héritage et de sens. L'empire qu'il avait construit, le pouvoir qu'il exerçait, l'humiliation complète de ceux qui l'avaient trahi, tout cela semblait étrangement insuffisant comparé à la simple accusation dans les yeux de Wyatt. « Tu m'as montré à quoi ressemblait l'intégrité jusqu'à ce que tu ne le fasses plus. » 2 semaines plus tard, sans bien comprendre ses propres motivations, Roland prit une décision qui allait fondamentalement modifier le dernier chapitre de son histoire. Il contacta son avocat et révisa certaines dispositions concernant Millfield et ceux qu'il avait systématiquement détruits. Par un clair matin de mai, Roland a convoqué Vanessa, Lena et, par vidéoconférence, Brison à son bureau. Contrairement à la confrontation de Noël, cette réunion s'est déroulée sans fioriture théâtrale ni manipulation psychologique, juste une communication directe dans l'environnement impartial de son siège social. J'ai pris certaines décisions concernant notre situation. Commença Roland, une fois assemblé, sur un ton professionnel, avec effet immédiat. Le procès pour aliénation d'affection contre Brison est rejeté, Lena. Les pénalités financières restantes associées à votre règlement sont annulées. Vanessa, vous constaterez que les restrictions limitant vos possibilités d'emploi à Millfield ont été levées. Leurs expressions allaient de la méfiance à l'espoir prudent. Pourquoi? A demandé Brison depuis l'écran vidéo, son visage autrefois beau étant maintenant assuré par des mois de stress et de circonstances déclinantes. Considère-t-il cela comme une décision commerciale? Répondit Roland, peu disposé à révéler la vérité la plus complexe. Le maintien de mécanismes actifs de vengeance nécessite des ressources mieux allouées ailleurs. Tu n'oublies pas. Vanessa l'observa, l'étudiant attentivement ou pardonnant non, reconnut Roland. Ce que vous avez fait reste impardonnable, mais perpétuer le cycle de destruction s'est révélé insatisfaisant. Il a fourni des détails supplémentaires sur les implications pratiques de sa décision. Les actifs qui seraient transférés, les restrictions qui seraient supprimées, les opportunités qui seraient autorisées. Tout au long, il a maintenu un professionnalisme détaché qui ne révélait rien de son conflit interne. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Lena, qui était restée silencieuse tout au long de la réunion, parla finalement. « Avez-vous déjà souhaité pouvoir y retourner avant que tout ne s'effondre ?» Roland considéra la question avec une gravité inattendue. « Non » répondit-il finalement. « Que la vie a été construite sur l'illusion. Je préfère la vérité, aussi dure soit-elle, à la tromperie confortable, même au prix de devenir cette version de moi-même. » Lena insista, Roland ne répondit rien et ils partirent sans autre échange. Un mois plus tard, alors que l'été s'installait à Millfield, Roland annonça une restructuration de Reeves Mitchell Holdings. Tout en conservant une participation majoritaire dans l'entreprise, il se retirerait des opérations quotidiennes pour se concentrer sur la nouvelle fondation Arrow, une organisation dédiée au soutien des victimes de trahison profonde par le biais d'une assistance juridique, de services de conseil et d'initiatives éducatives. Le choix d'utiliser son nom de famille d'origine pour la fondation a suscité un intérêt médiatique important, suscitant d'inévitables questions sur son passé. Roland n'a ni confirmé ni démenti ces spéculations,
permettant au mystère de ses origines de rehausser le profil de la fondation tout en préservant son identité publique soigneusement construite. Lors du gala inaugural de la fondation, Roland a prononcé un bref discours qui reflète son évolution sans trahir son parcours personnel. La trahison modifie fondamentalement la façon dont nous nous percevons et percevons les autres, a-t-il déclaré aux invités. Le chemin au-delà d'une telle trahison n'est ni le pardon ni l'oubli, mais plutôt la recherche d'un sens à la transformation qu'elle nécessite. Cette fondation existe pour soutenir cette transformation, pour aider les autres à naviguer dans le voyage de victime à survivant, à créateur d'une nouvelle réalité. Parmi les participants observant depuis différents coins de la salle de bal se trouvaient Vanessa, Lena et les 3 enfants. Leur présence, ni reconnue ni empêchée, représentait une trêve difficile plutôt qu'une réconciliation. Alors que l'été cédait la place à l'automne, Roland maintint sa position de citoyen le plus influent de Millfield, tout en réduisant progressivement son rôle actif dans la destruction de ceux qui l'avaient trahi. Il ne recherchait pas leur compagnie ni ne les évitait activement, établissant un équilibre froid qui reconnaissait leur histoire commune sans offrir de rédemption. La veille de Noël, exactement 11 ans après la disparition de Devon Harrove, Roland se tenait seul sur le balcon de son manoir, regardant la neige tomber doucement sur le lac qui séparait sa vie actuelle de son ancienne. Les lumières de Millfield scintillaient au-dessous de nombreuses propriétés qu'il possédait, des entreprises qu'il contrôlait, des vies qu'il influençait. Il avait réalisé tout ce qu'il avait prévu pendant ces jours sombres. Après avoir découvert la trahison de Vanessa, il était revenu en homme puissant, avait systématiquement démantelé la vie de ceux qui lui avaient fait du tort et s'était imposé comme le dirigeant intouchable de la communauté qui avait été témoin de son humiliation. Pourtant, une victoire complète s'était révélée plus complexe qu'il ne l'avait prévu. L'homme qui avait émergé de sa longue métamorphose décennale, ni hautirement devant ni hautirement. Roland se tenait au sommet du succès, tout en reconnaissant ses limites. L'empire qu'il avait construit ne pouvait pas restaurer ce qui avait été perdu. Les souffrances qu'il lui avait infligées ne pouvaient guérir ses propres blessures. Alors que minuit approchait, Roland leva un verre à son reflet dans l'obscurité, reconnaissant à la fois l'homme qu'il avait été et celui qu'il était devenu. 2 comptes réglés, murmura-t-il à la nuit vide et au grand livre qui ne s'équilibre jamais vraiment dans la ville qu'il contrôlait désormais. Ceux qui l'avaient trahi continuaient leur vie diminuée, non pas complètement détruite, comme il l'avait initialement prévu, mais définitivement modifiée par son châtiment. Les enfants avancèrent sur des chemins séparés, portant l'héritage complexe de l'égoïsme de leur père biologique et de la vengeance de leur père légal. Et Roland Mitchell, une fois que Devon Hargrove a régné sur son empire dans un triomphe solitaire, après avoir sacrifié la capacité de confiance et de connexion qui aurait pu donner un sens à la victoire, la trahison avait transformé tout ce qu'elle touchait, victimes et bourreaux, en version d'eux-mêmes. Personne n'avait prévu d'être lié dans un réseau complexe de conséquences que ni le temps ni le pouvoir ne pourraient complètement démêler. Le prix de la trahison, semblait-il, était payé par tous. C'est là que notre histoire touche à sa fin.